Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre au titre assez direct, L'héritage, la pièce maîtresse. Et avec un sous-titre qui donne le ton, ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Exactement. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de l'héritage matériel, Hmm. celui des notaires. L'auteur parle de ce qu'il appelle l'héritage invisible. C'est-à-dire? C'est-à-dire toutes ces habitudes, ces croyances, nos réflexes face à la vie qu'on transmet souvent sans même s'en rendre compte. Il ne le présente pas comme un manuel, mais plutôt comme un passage de relais. Oui, et le but qu'il annonce est assez fort. Il veut tenter de réduire le gaspillage de douleur, c'est son expression. Partager des leçons apprises, disons à la dure. Et payer très cher, ouais, en santé, en temps, en estime de soi. Et il se place un peu en complément de la médecine traditionnelle. Il dit, en gros, il y a des choses qui pèsent très lourd sur la santé, mais qui ne se mesurent pas dans un cabinet médical. Et au centre de tout ça, il y a cette fameuse pièce maîtresse. J'adore cette métaphore. C'est l'idée qu'il y a un élément central dans notre vie, et que si on le trouve, si on le déplace, tout le reste se réorganise. Toutes nos priorités changent. Et je crois que c'est un peu ça notre but aujourd'hui, partir à la recherche de cette pièce. Une quête, donc. Ça nous amène directement à la première question que pose le livre et qui est immense. Qu'est-ce que la vie nous enseigne que les diplômes, eux, ne peuvent pas? Alors pour commencer, la première partie s'intitule «Ce que les livres n'enseignent pas» et il y a une phrase qui pour moi résume tout. Je la cite: «Savoir, c'est pouvoir expliquer. Traverser, c'est ne plus pouvoir faire semblant». Ah oui, c'est une distinction fondamentale. C'est énorme, Eh oui, hein? On peut lire tous les livres du monde sur le deuil, sur le burn-out. ça reste de la connaissance. Abstraite. Voilà. C'est une carte géographique. Mais traverser l'épreuve, c'est faire le voyage. On ne peut plus tricher. C'est exactement ça. Le savoir est froid, l'expérience est. Incarner. Le livre insistait là-dessus. On ne peut pas faire l'économie de l'épreuve. Et il prend un exemple très très concret, le langage du corps. Les fameux signaux faibles. Précisément. La fatigue qui s'installe, l'irritabilité qu'on met sur le compte du boulot, les petites douleurs. On apprend à les ignorer. C'est même valorisé de serrer les dents. Ben oui, on se dit ça va passer, je suis juste un peu fatigué. On est dans le déni en fait, jusqu'au jour où le signal faible devient un cri, la maladie, l'épuisement. Et le livre retourne complètement l'idée reçue. Il ne dit pas «le corps nous trahit». Non, il dit c'est nous qui n'avons pas appris à traduire son langage. On a confondu l'endurance et l'endurcissement. Et ça fait le lien avec une autre idée terrible du livre. Laquelle? La face cachée des réussites visibles. On passe notre temps, surtout aujourd'hui, à regarder les résultats des autres. La promotion, la photo de famille parfaite, La vitrine. c'est ça. On voit la photo finale, mais on ne voit jamais la trajectoire, les angoisses, les sacrifices, les renoncements. Et comparer notre quotidien, qui est forcément un peu chaotique, à ces images parfaites, c'est une recette pour se sentir nul. Et c'est là qu'il propose un outil. Une simple question, mais redoutable. Face à une réussite qu'on envie, il faut se demander. Pas comment je peux avoir ça. Non. La question c'est, serais-je prête à vivre ce que cette personne a vécu pour obtenir ce qu'elle a? Et ça change tout. Absolument tout. Parce que la plupart du temps, la réponse c'est non. Un non catégorique même. Et ce non est incroyablement libérateur. L'envie, qui nous ronge, se transforme en discernement. On arrête de se comparer et on commence à se demander ce que nous, on veut vraiment, avec nos propres sacrifices. C'est une vraie prise de conscience. Mais ça m'amène aux erreurs. Le livre est aussi très direct sur les pièges dans lesquels on tombe. Tous. Ah oui, il y a toute une partie là-dessus. Sur ces schémas destructeurs qui sont devenus la norme. Le premier, c'est de confondre urgence et importance. La tyrannie du tout de suite. J'ai trouvé l'expression très juste. On vit en mode incendie permanent. C'est ça. L'urgence, c'est ce qui fait du bruit, la notification, le mail. Ça réclame notre attention, là, maintenant. Alors que l'important, prendre soin de soi, passer du temps avec ses proches, réfléchir, c'est silencieux. Et donc, ça passe après. Toujours. On le repousse au lendemain. Et cette tyrannie de l'urgence, elle nourrit directement une autre erreur. Le pouvoir des petites habitudes nocives. On croit que le problème, c'est le grand craquage. Mais non, C'est l'accumulation. c'est ça. C'est « ce n'est pas grave » qui devient une philosophie. Ce n'est pas grave si je dors un quart d'heure de moins. Ce n'est pas grave si je saute cette pause. Isoler chaque geste est anodin. Mais mis bout à bout, c'est une bombe. C'est comme la mort par 1000 coupures.
On ne sent pas chaque entaille, mais le résultat est le même. Très bonne image. Et le pire, c'est qu'on s'habitue. Notre niveau de base de fatigue ou de stress augmente et on finit par trouver ça normal. Et tout ça mène logiquement à la troisième grande erreur, Mettre sa santé tout en bas de la liste, elle devient la variable d'ajustement. avec la fameuse phrase qu'on a toute dite. Ça ira mieux quand? La phrase poison. Ça ira mieux quand le projet sera fini, quand les enfants seront plus grands. Le problème, c'est que ce quand, il n'arrive jamais. Il recule en permanence. C'est une fuite en avant. On parie sur un futur imaginaire pour réparer les dégâts du présent. Et l'auteur est très clair. C'est un pari qu'on perd à chaque fois. D'accord. Le constat est lucide et un peu sombre. Alors, par où on commence pour corriger le tir? Le livre propose des remèdes. Il propose surtout deux grandes alliées, comme il dit. Et la première est très à contre-courant. C'est la lenteur. La lenteur. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot. Tout doit aller vite. Et c'est bien ça le problème. Pour l'auteur, la vitesse est souvent une anesthésie émotionnelle. Une anesthésie? Oui, aller vite, remplir son agenda, courir, c'est un excellent moyen de ne pas sentir ce qui fait mal, de ne pas se poser les questions qui fâchent. On n'a pas le temps de penser, donc on n'a pas le temps de souffrir. C'est une fuite en fait. Exactement. Et il distingue la lenteur subie, celle du burn-out, de la maladie, quand la vie nous arrête de force, de la lenteur choisie. Et celle-là, ce n'est pas un échec, c'est un acte de lucidité. C'est décider de ralentir avant le mur. C'est une stratégie en somme. Une stratégie de réparation. Il utilise une image magnifique. On ne peut pas forcer une cicatrisation. Si on tire sur une plaie, elle se refermera mal et se déchirera à nouveau. Eh bien, l'épuisement, la confiance brisée, ça a un temps de guérison qu'on ne peut pas accélérer. Et la deuxième alliée? La deuxième est peut-être encore plus importante. C'est la cohérence. Il l'appelle une médecine invisible. Alors ça, c'est une idée qui m'a vraiment interpellée. Il écrit cette phrase « L'incohérence fatigue plus que l'effort ». C'est puissant, non? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense. On croit que c'est le travail qui nous épuise. Ça voudrait dire qu'on peut faire 60 heures par semaine dans un projet qui nous passionne et être moins fatigué que quelqu'un qui fait 35 heures dans un job qui va contre ses valeurs. C'est exactement ça. L'effort, quand il est aligné, peut même donner de l'énergie. Mais l'incohérence, c'est une lutte interne permanente. C'est une hémorragie d'énergie silencieuse. Et cette fatigue-là, le sommeil ne la répare pas. Il parle des micro-incohérences du quotidien. Oui, Et il donne un exemple très concret, dire que la famille est notre priorité numéro 1, mais dans les faits, être toujours absente émotionnellement, le nez sur le téléphone, c'est ça. c'est précisément ça. Ou dire que l'honnêteté est cruciale, mais faire des petits arrangements au travail. Chaque fois, ça crée une friction intérieure. Et la conclusion est fascinante. La paix intérieure, ce n'est pas un luxe, c'est une économie d'énergie. C'est le résultat de l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Et je me demande, cette cohérence, est-ce que ce ne serait pas ça finalement la fameuse pièce maîtresse qu'on cherche? C'est une excellente question. On s'en approche, je crois. Parce que cette quête de cohérence, elle nous mène directement à la dernière partie du livre, la transmission. Qu'est-ce qu'on laisse, au fond? On boucle la boucle de l'héritage. Et j'ai beaucoup aimé son analogie. Il dit qu'il faut donner une boussole plutôt qu'un GPS. Expliquer? Un GPS, c'est pratique, ça dit tourner à droite. Mais s'il tombe en panne, on est perdu. La boussole, elle, indique juste une direction, le nord. Elle ne dit pas quel chemin prendre, mais elle permet de s'orienter soi-même quoi qu'il arrive. C'est un héritage beaucoup plus solide, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est comment on donne une boussole? Par l'exemple. Par l'exemple. Il y a une autre phrase choc dans le livre. Les enfants apprennent moins de ce qu'on dit que de ce qu'on tolère. C'est tellement vrai. Ils apprennent de ce qu'ils nous voient tolérer de nous-mêmes. Si on leur parle de santé mais qu'ils nous voient nous épuiser, ils intègrent que c'est ça la norme. Donc la meilleure transmission, c'est d'abord d'incarner cette cohérence pour soi-même. Exactement. Et il ne s'agit pas d'être un parent parfait. Au contraire, un parent imparfait, mais authentique, qui reconnaît ses erreurs, qui s'excuse. C'est beaucoup plus formateur qu'une façade de perfection. Ça donne aux enfants le droit à l'imperfection. Et il termine sur une dernière idée, Oui, l'idée de laisser un héritage de questions plutôt que de réponses. c'est-à-dire Plutôt que de leur dire « voici les règles », leur transmettre des questions qui les obligeront à utiliser leur boussole. Des questions comme « qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ici ?» ou « est-ce que ce choix me rend plus grand ou plus petit ?» Ce sont ces outils-là qui les rendront solides. Waouh. Quand on fait le bilan, on est parti de cet héritage invisible, on a vu que la sagesse vient de l'épreuve,
On a décortiqué les erreurs qui coûtent cher et on a exploré ces deux alliés, la lenteur et la cohérence. Le livre nous laisse vraiment avec cette idée de passer le relais. Et pour revenir à notre quête de la pièce maîtresse, la conclusion du livre est subtile. La clé n'est peut-être pas une règle unique. La véritable pièce maîtresse, c'est peut-être la capacité même de s'approprier son héritage. C'est-à-dire de le trier. Exactement. Le regarder en face et se demander qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je modifie et surtout qu'est-ce que je décide de jeter, de ne pas reproduire. C'est ce processus de discernement actif qui est la clé. D'ailleurs, il termine avec une phrase qui résume tout. Un héritage vivant est toujours transformé par celui qui le reçoit. C'est une conclusion incroyablement puissante. Et ça nous laisse, je crois, avec une dernière pensée, une question pour tous ceux qui nous écoutent. L'auteur nous invite à écrire notre propre testament intérieur. Alors, si l'on ne devait choisir qu'une seule chose, une leçon, une mise en garde, ou peut-être une seule question issue de sa propre expérience, à transmettre pour réduire ce gaspillage de douleur pour la prochaine génération.